Et puis c'est parti pour échanger aujourd'hui autour de l'écran sur la RGPD. Ce que je vous propose, c'est une petite introduction comme d'habitude avec pourquoi c'est important, pourquoi ça nous intéresse et avec quelques chiffres. Et puis si vous avez d'autres intérêts ou n'hésitez pas à les partager. Et puis on abordera ce sujet sous deux angles principaux. D'une part, le respect des règles de protection des données personnelles et d'autre part, la sécurité des données, qui sont les deux grands domaines couverts par la RGPD. Et puis, je vous proposerai un exemple concret, puisqu'on va vous partager de bonnes pratiques hein, sur base de ce que nous faisons déjà avec nos clients et les recommandations de la CNIL, puisqu'on parle France. Essentiellement, la législation européenne étant assez restrictive par rapport aux États-Unis. Hein. Je pense à Pascal qui traite des données de personnes situées aux États-Unis, etc. On se dit que si on respecte les règles européennes, on est dans le coup et dans le cadre pour les règles, notamment aux États-Unis. Et puis, la petite conclusion d'agenda de nos rendez-vous à venir. Et puis, tout au long, vos questions et comme d'habitude, on aime que ça soit un format interactif. Alors, pourquoi on a pensé à vous proposer un coffee sur la RGPD? C'est que ben, on manipule des données à caractère personnel. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de s'assurer de respecter ces obligations légales parce que les données personnelles que l'on manipule avec MapNmatch, c'est le profil T5 qui est quand même, comme vous le savez, différent d'une personne à l'autre, donc qui est personnel. Et il est relié à un nom, un prénom, un poste, une adresse email qui sont des données personnelles. Donc, on est vraiment, sans aucun doute, dans le champ d'application de cette réglementation. Mais au-delà de ça et accessoirement d'être soumis à des sanctions si on ne respecte pas les règles, ça nous a paru intéressant d'en parler parce qu'il y a aussi un aspect commercial à la RGPD qu'on a clairement identifié et qu'on est ravi de partager avec vous. Ça répond être RGPD, pardon, respecter la RGPD, c'est répondre à une attente de vos clients. Je partagerai quelques chiffres dans un instant, mais on sait que c'est une préoccupation des entreprises et qui veulent eux-mêmes être en règle et ils ne souhaitent pas forcément s'en occuper. Et puis, en termes d'image professionnelle, ben, ça va démontrer être capable de répondre aux questions relatives à la RGPD, c'est ben, pouvoir prouver, démontrer que vous êtes à jour sur la réglementation et sur les obligations qui incombent à votre métier. Ça va démontrer que vous avez à cœur le respect des règles pour vous et pour votre client. Quand vous le mettez même spontanément en avant ou dans votre contrat, on en parlera tout à l'heure, ou vous le mentionnez, bah, c'est être proactif. Ça démontre que vous êtes sérieux, digne de confiance, et puis que vous travaillez aussi avec des partenaires fiables et sérieux, nous en l'occurrence. D'accord? C'est ce que c'est ce qu'on voulait dire. Bonjour Norma, welcome. Bonjour Valérie, bonjour à tous. Et donc, accessoirement, je le disais, bah, tant mieux si on peut vous aider à éviter les sanctions. Margot le mentionnait cette semaine au détour d'une conversation, elle a croisé des entreprises qui ont eu un contrôle de la CNIL. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire c'est un peu théorique, mais comme ces contrôles sont aléatoires, personne n'est à l'abri, petite ou grande structure, personne n'est à l'abri d'un audit de la CNIL, donc que ce soit vous-même ou que ce soit vos clients. Donc, raison d'être dans les clous. D'accord? Donc, on va parcourir ensemble ces règles à respecter et, comme je disais, quelques recommandations ou bonnes pratiques pour les adresser. Avant d'entrer dans le vif du sujet, on aime toujours resituer un peu la thématique sur le marché et c'est des chiffres qui sont intéressants. Je vous ai mis les années, Chloé nous a trouvé ces benchmarks. Donc, on voit quand même que 3/4 des entreprises sont préoccupées par les risques liés à la RGPD. Donc, quand je mentionnais que ça pouvait être intéressant
pour vous de l'avoir à l'esprit parce que ça risque d'être soulevé par vos clients. 31% des organisations auraient désigné un DPO. Alors, la question se pose pour vous aussi, hein, pour toute activité de conseil ou de toute activité qui manipule des données personnelles. N'oubliez pas que vous avez un DPO à nommer. Alors, ça peut être vous-même, hein, peut y avoir confusion entre le prestataire et le DPO, mais je vous rappelle à la marge que vous devez avoir un Data Legal Officer, un Data Protection Officer, qui est le point de contact pour tous ces sujets. On remarque quand même qu'il n'y a que 30% des organisations qui ont formellement mis les choses en place. Mais ils ont été plus nombreux à former leurs salariés au RGPD. Et nous, ça nous est arrivé avec un de nos clients directs il y a quelques semaines, où la personne a explicitement demandé des informations sur le traitement de ces dossiers, de ces données personnelles. Donc, ça peut venir aussi directement des collaborateurs. Et ensuite, voilà, 80% des salariés européens estiment qu'il est important que leur employeur protège leurs données personnelles. Donc, je le disais juste avant, ça contribue à votre bonne image de professionnel et ça contribue à la bonne image de vos clients aussi, qui pourront démontrer qu'ils sont soucieux de la protection des données personnelles de leurs collaborateurs. Voilà pour le cadre général. Alors, je vous propose de passer à la première partie. Hein, je vous disais quelles sont les règles de protection des données personnelles. En fait, le titulaire des données personnelles s'est vu octroyer certains droits par cette réglementation RGPD. Le premier, c'est le droit d'accès à ces données, à des informations sur les finalités du traitement, et on va voir que c'est vraiment une notion centrale dans le qui fait quoi et qui est responsable de quoi, qui a accès à ces données personnelles, droit de connaître la durée de conservation des données personnelles et de savoir comment sont collectées les données et comment elles sont traitées. Le titulaire de ces données personnelles a également un droit de rectification, un droit à l'effacement, un peu le droit à l'oubli, le droit à la limitation du traitement, le droit de retirer son consentement. Et cela à tout moment où vous êtes en possession de ces données personnelles. Donc, il a le droit de vouloir les donner ou pas, de les modifier, de les retirer et de les limiter. Okay, donc, on parle bien de ces droits-là par rapport au titulaire des données. Une fois que les droits du titulaire ont été exposés, qui est responsable de quoi concrètement? Parce qu'on a plusieurs parties prenantes, évidemment, dans ce traitement des données personnelles. Oui, Norma, je te rassure, les slides seront disponibles sur la plateforme partenaire. Alors, qui est responsable de quoi? En fait, tout part du client final, en quelque sorte, parce que c'est pour ça que c'est en bleu gras souligné. C'est le responsable du traitement des données parce que c'est lui qui définit la finalité du traitement de ces données. Donc, c'est votre client, effectivement, qui va qui va vous confier une mission relative à un objectif. D'accord? Donc, c'est un recrutement. C'est un atelier collectif de meilleure connaissance des uns des autres. Ça peut être plus long terme sur la gestion des talents, sur la gestion des équipes. You name it, d'où les 3 petits points, d'accord? C'est vraiment l'objet de votre relation avec le client et la raison pour laquelle vous allez utiliser les profils Map and Match. Ensuite, vous allez être responsable du traitement de ces données relativement à cette finalité que vous avez décrit avec le client final. On verra concrètement comment vous allez formaliser cet engagement, mais vous êtes un sous-traitant du donneur d'ordre, en fait, juste pour cet aspect. Alors, c'est un peu schizophrène, d'accord? Vous êtes fournisseur, évidemment, de vos services, mais pour le traitement des données, vous êtes considéré comme sous-traitant du donneur d'ordre, votre client final, qui a cet objectif, qui a défini la finalité. Vous pilotez la collecte et l'exploitation des données. Évidemment, vous n'êtes pas tout seul, on n'est pas loin. Map and Match, lui, nous sommes responsables de la mise à disposition technique des données et de leur exploitation et de leur sécurité.
D'accord? Donc, nous, on est un sous-traitant de deuxième niveau. Vous nous sous-traitez la mise à disposition technique, vous nous sous-traitez l'organisation de la plateforme, la sécurisation des données sur notre plateforme. Et nous avons aussi un sous-traitant qui est l'hébergeur des données. Effectivement, nous avons développé nous-mêmes la plateforme, mais vous savez que ces données sont hébergées sur des serveurs externes et notre contrat avec OVH, en l'occurrence, est responsable de l'hébergement sécurisé des données. Donc, nous sous-traitons ça. Donc, nous sommes responsables de la sécurité avec OVH. Vous êtes responsable du traitement des données qui sont hébergées par nous et dont nous garantissons la sécurité, dont nous garantissons le mécanisme de traitement, etc. Mais c'est le client final, avec son objectif d'utilisation de ces données personnelles, qui est le responsable in fine du traitement des données. D'où l'importance d'aller sécuriser et d'aller clarifier ses responsabilités et vous d'être capable de justifier que tout est fait en qualité de sous-traitant. So far, so good. Est-ce qu'il y a des questions sur cette articulation de responsabilité? Parce que c'est vraiment une notion clé avec laquelle vous êtes sans doute déjà familier, hein, mais dans l'articulation avec Map and Match, est-ce qu'il y a des questions? Oui, j'ai une question, Fabienne. Alors, tu vas peut-être en parler après, donc dans ce cas, ce n'est pas la peine d'y répondre. Dans la cascade, enfin, excuse-moi, c'est un sujet que je connais un peu parce que je pilotais une boîte de cybersécurité, en fait, avant de faire du coaching. Donc, manque de bol pour vous. Donc, juste une petite question. Dans la cascade des responsabilités, est-ce que le cas échéant, vous pourriez produire, on peut produire à des clients les engagements d'OVH parce que c'est eux, au final, qui ont la sécurisation des données. Il y a des normes. Bon, je ne vais pas faire un cours ici, ça ne sert à rien. Et d'autre part, un client peut aussi demander la réversibilité des données, c'est-à-dire de récupérer ces données et qu'elles ne soient pas, au final, enfin, au bout d'un certain temps, par exemple, à la rupture du contrat, d'être rendues au client et détruites sur les serveurs. Est-ce qu'il y aura une possibilité éventuellement d'avoir accès, sans les détails financiers, au type de contrat que vous avez avec OVH? Ça peut être demandé par certaines boîtes très, très RGPD conformes. Ce qu'on a subi, hein, on a des clients directs qui sont dans la banque ou voilà, c'est ça. dans la pharma, qui ont des environnements extrêmement réglementés. Et, on a été tout à fait capable de leur partager les documents nécessaires et on a passé l'examen, on a réussi l'examen. Donc, on sait faire. Voilà, c'est disponible, on sait faire et ça a été validé aussi. Ça marche. Voilà. Exactement. Merci pour la question. Fabienne, je vérifierai, mais de tête, je crois que tous ces critères de sécurité, comme les critères de réaction en cas de panne majeure, de panne mineure, etc., les temps poursuite de la conduite d'exploitation au PCA. Je crois que tu les retrouves dans les CGU. De tête, en fait, ça dépend du contrat que vous avez conclu avec Map and Match. Absolument, mais ils sont dans le pool de CGU. Voilà, enfin, dans des grands groupes et dans certains secteurs très réglementés, comme tu dis, à l'international sur certaines nationalités, ils peuvent descendre dans ce niveau de détail. Voilà. Donc, c'était juste pour savoir si vous étiez prêt à le faire, si nécessaire. Et on l'a déjà fait, donc c'est bon. Okay. Effectivement. Super, merci pour ta question, Fabienne. Donc, quand on a clarifié donc cette chaîne de responsabilité, quelles sont nos recommandations en termes de bonnes pratiques pour assurer le respect de la finalité du traitement des données, puisque, comme je l'ai mentionné, c'est vraiment la notion au cœur de la collaboration avec Map and Match et du traitement des données personnelles du profil. Alors, la première chose, à notre sens, c'est d'identifier explicitement cette finalité de collecte d'informations personnelles dans le contrat avec le client. Alors, par exemple, très concrètement, que ça soit dans votre proposition, votre devis, vraiment au moment où vous contractez avec le client, qui est cette mention, les données personnelles collectées à l'occasion de la réalisation des profils Map and Match le sont à l'unique fin de contribuer à l'analyse du fonctionnement de l'équipe, par exemple, si vous êtes dans le cadre d'un accompagnement de collectif. D'accord ? Et la deuxième personne à qui, qu'elle soit morale ou physique,
Mais la deuxième personne à qui il faut clarifier la finalité, c'est l'utilisateur final. D'accord? Donc, identifier explicitement la finalité de la collecte des informations auprès du titulaire de ces informations. Donc, par exemple, vous allez réaliser votre profil Map and Match dans la perspective de l'atelier collectif du 31 mars et voir dans quelle mesure ce profil sera utilisé. Nous échangerons sur la complémentarité des profils dans l'équipe et sur le fonctionnement de votre collectif. Idéalement, à la demande de quelqu'un en particulier. Alors, le donneur d'ordre, vous voyez, le responsable de la finalité du traitement des données, ça peut être le manager de l'équipe, ça peut être le service RH, ça peut être, voilà, idéalement, d'être précis en disant voilà la finalité qui a été fixée par un tel, voilà à quoi ça va nous servir, ce profil Map and Match. D'accord? Donc, 2 points d'entrée, identifier la finalité de manière contractuelle avec votre client et vis-à-vis de l'utilisateur final. Autre bonne pratique, préciser dans le contrat la durée de conservation des données. On a vu que c'était un des droits aussi du titulaire, c'est de savoir combien de temps on va conserver les données. La règle, c'est que cette durée de conservation est relative, une fois de plus, à la finalité pour laquelle on a récolté et traité les données. Donc, après maintes recherches, travaux de Margot, et puis avec prenant un conseil juridique, etc., voilà le résultat de notre benchmark et des recherches. Aujourd'hui, la CNIL ne fait une recommandation que pour le recrutement. Pour les autres cas, on a fait du benchmark et puis on s'est référé aussi à cette durée de référence pour les recrutements. La CNIL, pour le recrutement, conseille une durée de 24 mois maximum. Et là, Valérie, tu peux intervenir si tu as des choses à ajouter. Je confirme. Voilà. Je confirme que nous sommes tenus et on a paramétré notre outil de suivi de candidats. De suivi de candidats, et là c'est notre CVTech, de sorte que tous les 2 ans, on demande leur accord aux candidats dont les CV sont enregistrés chez nous, à les conserver 2 ans de plus. Et quand on a un retour positif, ça repart automatiquement pour 2 ans. Et dans le cas d'une réponse négative ou de pas de réponse, les CV sont automatiquement supprimés. D'accord. OK. Je te remercie. Donc, on est bien sur cette durée de référence de 24 mois pour les recrutements. Nous, les prestations d'accompagnement dont on parle avec vous autour de la table, ce n'est pas uniquement du recrutement. Vous avez mentionné, vous faites de l'accompagnement individuel et de l'accompagnement collectif. Par rapport à notre benchmark, nous, on est sur une recommandation de 12 à 24 mois pour les ateliers collectifs et pour les accompagnements individuels sur 12 mois. Donc, après, vous pouvée effectivement, si vous le souhaitez, prendre les 24 mois de référence du recrutement, mais les accompagnements individuels, c'est une boucle à boucler en général. On va revenir tout à l'heure sur, en cas d'extension, comme le mentionnait Valérie, nous, ce qu'on recommande. D'accord? Donc, il est important de savoir que la durée de 12 ou 24 mois se calcule à partir du moment où la donnée est collectée, c'est-à-dire la réalisation du profil. Donc, c'est bon à avoir en tête que si vous faites réaliser des profils individuels et que pour X raisons, l'atelier collectif, qui est la finalité, se passe 6 mois plus tard, il y a déjà 6 mois qui doivent être imputés sur la durée de conservation des données. D'accord? Ces 6 mois-là, ils comptent. Donc, cette durée se calcule à partir du jour de passation du questionnaire. Et vous savez que dans la plateforme, vous avez cette date clairement identifiée. Dernière bonne pratique que l'on partage, c'est évidemment, et on va en parler au slide suivant, avoir à portée de main ou en tête la procédure pour que les utilisateurs finaux puissent exercer leurs droits. D'accord? Donc là, on a parlé de pas mal de choses en amont,
D'accord? Quoi mettre dans le contrat? On précise la finalité. Comment informer le titulaire des données de la finalité du traitement des données, la durée de conservation, et puis être à l'aise pour répondre aux questions sur l'exercice des droits. Avant d'y venir en particulier, la dernière strate de responsabilité dans ce que je vous ai présenté tout à l'heure, c'est assurer la sécurité des données. Et puis, pour rebondir sur la question de Fabienne, on le fait en collaboration avec l'hébergeur de la plateforme. Donc, la sécurité des données, c'est bien protéger les informations numériques, leur accès, les protéger contre une corruption ou tout vol. Donc, dans les CGU auxquels Margot faisait référence, vous allez trouver des informations, déjà un certain niveau d'information utile. Pour rappel, ces conditions générales d'utilisation sont disponibles à l'utilisateur final, à votre client qui passe le profil et à vous-même sur la page d'accueil de connexion et en bas de chaque page de la plateforme. Je vous ai fait une copie d'écran sous un profil individuel et en chaque bas de page sur la plateforme, vous avez le petit logo CGU et cookies aussi cliquable qui vous amène sur le texte complet de ces conditions générales. En particulier pour le sujet du jour, ce qui nous intéresse, c'est l'article 7 qui va préciser les responsabilités en cas d'accessibilité aux données, de maintenance de la plateforme, de force majeure, de destruction des données, sur les conséquences d'une mauvaise utilisation de données, sur les dommages causés par l'utilisation des données, etc. Bon, je n'ai pas trouvé super intéressant de vous remettre ça en détail à l'écran. Ce qui est intéressant, c'est le chemin pour pouvoir les consulter et savoir où l'information est disponible. Et par ailleurs, l'article 10 de ces CGU va aussi expliquer de manière assez complète le traitement des données personnelles, tous les droits que peut exercer le titulaire des données personnelles sont listés et rappelés dans cet article 10 aussi. Donc, c'est aussi une référence que vous pouvez partager avec vos clients. Alors, justement, si les utilisateurs souhaitent faire valoir leurs droits, donc pour rappel, de modification, d'accès, d'information, de suppression de leurs données, la chaîne classique, c'est au départ de contacter leur propre Data Protection Officer au sein de votre client. C'est par email, par courrier postal, en détaillant l'objet de leur demande et en justifiant de leur identité. Effectivement, les données personnelles sont managées et sont gérées par le titulaire lui-même, donc on a besoin de prouver que c'est bien le titulaire qui demande à exercer ses droits. Si votre client, donc soit il y a un DPO chez votre client qui va logiquement vous contacter, soit il n'y en a pas, et l'utilisateur final va contacter, alors je dis vous, ou votre DPO. Peut-être que certains, quand vous travaillez en cabinet, j'ignore Valérie chez Mind Partner, si vous avez un DPO qui peut être peut-être quelqu'un différent de toi. Alors, non, c'est moi en fait. D'accord. Très bien. Alors, non, je pense qu'officiellement, ça doit être Louis-Marie, donc le gérant, le fondateur et gérant. Et Oui. pratiquement, c'est moi qui m'en occupe. D'accord, ok, top. Chez Visconti, est-ce que vous avez, est-ce que c'est chacun ait son propre DPO ou vous en avez un pour Visconti? On a une structure centrale chez Visconti, donc je pense que le DAF s'occupe aussi de du DPO, mais comme on a une forte indépendance, de toute façon, on va devoir nous suivre et contrôler la chaîne. Oui, on est d'accord. Voilà. Ok, très bien. Mais bon, voilà, ça doit être un rôle identifié, effectivement, même si vous êtes en unipersonnel. Je ne sais pas en Suisse quelle est l'obligation, Cécile, mais j'imagine qu'il doit y avoir un équivalent pour la Suisse. Oui, c'est un équivalent. J'ai pas le détail, mais il y a aussi bien sûr une protection des données personnelles. Oui, et un référent qui est En fait, identifié. la Suisse, c'est nouveau depuis cette année. Il n'y avait pas d'obligation à respecter la ouais. RGPD D'accord. telle qu'elle est en France et préconisée par la CNIL.
Et en fait, maintenant, c'est les directives CNIL qui sont donc françaises qui sont en train de prendre le dessus sur les directives en Europe. Et en tout cas, je le sais pour la Suisse particulièrement parce que ça m'a été remonté par un client. Super, merci pour la précision. Merci. Juste, Ouais. il faut savoir que la France a beaucoup d'avance sur les autres pays européens dans ce domaine. Mm. Et si vous voulez connaître l'anecdote, c'est en fait lié à la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est malheureux à dire, mais la France était très en avance dans ce domaine et ils ont réussi, grâce à leur gestion de données, à pouvoir créer le Veldiv. Et c'est d'ailleurs une de ces raisons qui fait que c'est devenu très important pour la France de corriger ça et d'y faire Mm. attention. Ça, c'est la partie historique. Mm. Merci Pascal. Toujours intéressant. OK. Alors ça, c'est la procédure. Concrètement, par rapport à la plateforme Map & Match, si un titulaire de données personnelles exerce son droit à l'effacement, que se passe-t-il? Alors, on aime toujours vous rappeler que le premier réflexe à avoir, vous consultez le centre d'aide sur la plateforme qui a été richement constitué par Juliette. Et donc, vous aurez toujours la procédure qui sera disponible dans le centre d'aide. Concrètement, quand vous accédez à la fiche d'UDI utilisateur, vous avez ce petit bouton que vous voyez mis en évidence ici. Vous avez ce pavé pour désactiver l'utilisateur. Donc, une fois que vous actionnez ce petit bouton pour le désactiver, donc évidemment, par défaut, il est actif puisque vous l'avez créé, la personne a réalisé son profil, donc le profil est bien présent sur la base de données. Vous activez ce petit bouton, vous allez avoir un message qui va vous demander de confirmer. C'est nécessaire d'avoir, ça sécurise le processus de vous demander si vous voulez vraiment bien désactiver l'utilisateur, et on vous rappelle que cette action est irréversible. D'accord? Donc, vous aurez 2 clics à réaliser pour désactiver l'utilisateur. Parce que pourquoi est-ce qu'on vous demande ce double clic et cette sécurité? Parce que ça a pour conséquence, d'une part, que le collaborateur n'ait plus accès à la plateforme, mais vous non plus. D'accord? Donc, il n'y a aucun moyen de reconsulter le profil une fois cette désactivation. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Parce que désactiver, c'est bien, mais ça ne fait pas encore totalement disparaître les données. Donc, l'engagement de Map & Match, c'est d'anonymiser le profil sous 30 jours, c'est-à-dire qu'on retire tout ce qui est personnel. Nom, prénom, email sont supprimés. Donc, il restera le profil, la carte, ce qu'on appelle profil, c'est la cartographie des talents, et le poste, je crois qu'il est systématiquement renseigné. Donc, il ne reste qu'un profil lié à un poste, et ce sont les 2 seules choses qui sont conservées dans la base de données. OK? Donc, voilà, bien Excuse-moi, attirer le Valérie, wording. pour des Oui, raisons statistiques, je présume. exactement. Oui, tout à fait. OK? Une question, Valérie? Oui. Ouais, parce que bon, jusqu'à maintenant, comment, enfin, dans le cadre surtout peut-être d'accompagnement individuel où il y a un suivi, une personne à traiter individuel qui revient 5 ans après, du coup, on n'est pas capable de pouvoir mettre en parallèle son profil d'il y a 5 ans avec celui actuel. Sauf si Sauf si elle a gardé, elle, un screenshot de son truc à l'époque. Alors, elle qu'elle peut veut bien le effectivement avoir repartager. gardé son screenshot, avoir à l'ancienne imprimé son PDF à l'époque ou ce genre de choses. Mais on va y venir. On peut effectivement, je te rejoins tout à fait, avoir envie de conserver la donnée au-delà des durées qu'on vient de voir, qui étaient les durées légales. Donc, on va y venir effectivement. Mais dans le cas où la personne demande à ce qu'on efface son profil, effectivement, dans les 30 jours, il disparaît et on ne peut plus le retrouver. Donc, la seule solution, c'est de repasser le profil. D'accord? Merci. Et là où on a trouvé intéressant de partager aussi la pratique avec vous, c'est que justement, cette question cruciale, merci pour la transition, Guénolin, qui est au cœur du sujet, qui est la longueur de conservation, la durée de conservation des données, ça peut devenir
une opportunité de vente. Pourquoi? Parce que, comme on vient de le mentionner, il peut être intéressant de vouloir aller au-delà. Hein, tout comme Valérie disait pour un candidat, est-ce qu'il a intérêt à ce que son CV reste dans la base de données? Nous, chez MapNmatch, quel est pour le profil l'intérêt d'aller au-delà de la durée normale? On peut se dire, votre client peut dire, j'ai envie de conserver mon profil d'équipe, donc les profils individuels des membres de l'équipe, pour des recrutements à venir, pour refaire un exercice de caractérisation parce que mes enjeux vont évoluer. Parce que je veux faire de la gestion de carrière de mes collaborateurs, je veux faire du succession planning, donc je veux pouvoir mettre les données de mon collaborateur face à une nouvelle caractérisation de poste, etc., etc. Je vous rappelle qu'un de nos arguments de vente aussi pour vous auprès de vos clients, c'est de dire le profil MapNmatch, ce n'est pas que du one-shot, c'est aussi vous installer dans des pratiques managériales chez votre client et de vous inscrire dans la durée. Donc, l'un va entraîner l'autre par rapport à cette conservation de données, parce que ça va pouvoir soit vous donner une nouvelle opportunité de prestation de service, donc vous refixez une nouvelle finalité à ces données avec de nouvelles prestations, d'accord? Donc, c'est important à ce moment-là de proposer un nouveau contrat avec une date déterminée, et de repréciser la nouvelle finalité des données que vous avez déjà. Et d'ailleurs, un argument pour votre vente, c'est justement de mettre en avant que les collaborateurs n'ont pas à réaliser de nouveau leur profil. Soit vous n'avez pas de date déterminée, mais le client souhaite attendre pour conserver les données et peut-être represter ou refaire des choses avec vous dans le futur. Et là, ça a un coût, parce que nous, on a un coût d'hébergement des données sur la plateforme également. Et donc, ce coût, il est répercuté sur le titulaire des données, enfin votre client responsable de la conservation des données. Donc, ça peut varier légèrement en fonction de la taille du périmètre concerné, mais il faut compter environ 10 € par profil pour un an, pour conserver les données de profil sur un an. Ce coût est facturé directement par MapNmatch et un apport d'affaires vous est reversé sur ces sommes facturées hors TVA. D'accord? Donc, ça vous permet aussi de rester en lien avec les clients. Et pour ceux d'entre vous qui travaillent depuis plus de 2 ans, par exemple, avec MapNmatch, notre conseil, c'est qu'il est urgent de revenir vers les clients dont vous n'avez plus entendu parler depuis un moment, au motif que sans accord, sans nouvelle finalité et discussion avec eux, vous allez être contraint de supprimer les données concernant leurs collaborateurs. Donc, sous un angle positif, ça vous donne l'occasion de reprendre contact avec vos clients. Je reviens à mes arguments du début, c'est aussi une manière très professionnelle et proactive de se soucier de leurs intérêts. On ne va pas les mettre en difficulté, au passage, vous non plus, mais de respecter les règles et de dire est-ce qu'on se reparle, est-ce que vous avez de nouveaux besoins, est-ce que voilà. Et tout le monde est dans les clous et ça peut peut-être vous offrir de nouvelles opportunités aussi. D'accord? Mais c'est nécessaire de faire un tour des données qui sont en votre possession sur votre périmètre dans la plateforme pour ceux qui sont supérieurs à 1 ou 2 ans. OK. Alors, voilà, de manière un peu schématique, mais pour coller à un cas de la vie réelle, admettons que vous avez un atelier collectif prévu pour travailler sur l'optimisation du fonctionnement d'une équipe chez un client au 30 mars 2023. En amont, au moment du devis et du contrat, on fait bien attention à mentionner le traitement
des données personnelles Map and Match, et donc en l'occurrence, on va noter que c'est afin d'analyser le fonctionnement de l'équipe et travailler en atelier, et que nous conserverons les données jusqu'au 30 septembre 2024. Là, on a pris l'hypothèse de les conserver 1 an et demi à peu près. Au moment de la réalisation des tests, chaque collaborateur approuve les CGU lorsqu'il crée son profil sur la plateforme, et on aura ajouté dans son message pour réaliser le profil à quelle finalité il va recevoir un email pour se connecter et réaliser son profil pour cet atelier du 30 mars. Lors de l'animation de l'atelier, c'est là où vous traitez vraiment les données afin de réaliser vos analyses et votre prestation de service. Et puis au 1er septembre 2023, vous reprenez contact avec le client si après l'atelier, rien n'a suivi, et vous faites un point avec lui pour connaître le sort à réserver aux données. D'accord? Donc voilà les différentes séquences et les bonnes pratiques à chaque étape de la relation client. Moi, il y a un point juste sur lequel j'aimerais insister, parce que avec Juliette, on a vraiment beaucoup travaillé avec cet avocat spécialisé dans le domaine. Il nous a vraiment encouragés, et voire même obligés, à faire exprimer au client l'objet de la collecte des données, c'est-à-dire la finalité du traitement, et de faire exprimer au client également la durée de conservation. C'est-à-dire que dans votre contrat, vous ne dites pas j'en sais rien, l'entreprise machin conservera les données, c'est les parties ont convenu que machin. Il ne faut jamais que ce soit vous qui spécifiez les durées de traitement, la finalité des données, etc., pour rendre toujours le client final responsable du traitement de ces données. D'accord ? C'est pour ça que vous ne trouverez pas dans la plateforme Map and Match les données sont conservées tant de temps. Pourquoi ? Parce que c'est toujours le responsable du traitement, c'est-à-dire le client final, ou pour vous, c'est vous, qui spécifiez cette durée dans vos contrats. Ça, c'est la première chose. Oui, non, pardon, excuse-moi, je t'ai coupé après. Non, c'est tout. Donc ça, c'est le premier aspect. Attention à ne pas imposer, vous, des durées, et dans vos formulations, de faire en sorte que vous ne puissiez pas être considéré comme le responsable du traitement, et que vous formuliez les choses de façon à ce que la responsabilité du traitement et donc la conservation associée soit posée par une demande du client. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, la deuxième chose, c'est que aujourd'hui, c'est flou au niveau de la CNIL de combien de temps on garde les données après une analyse, un diagnostic d'équipe, un travail de coaching collectif, etc. C'est clair pour le recrutement parce que la CNIL s'est prononcée là-dessus. C'est pour ça qu'on est allé regarder ce que faisait la pratique. Et comme je vous dis, la pratique, c'est entre 12 et 24 mois. Et donc, nous, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on regarde tous les profils qui ont été réalisés au-delà de 24 mois et on reprend contact avec le client en disant, écoutez, est-ce que vous pensez qu'il va y avoir une perspective court terme de retravailler ensemble ? Auquel cas, dans le contrat, on maintiendra, on gardera les données, machin. Ou alors, on les supprime. Et si ce n'est pas à court terme, est-ce qu'on passe par le contrat de conservation des données ? Donc, c'est vraiment les 2 points. 1, ayez toujours en tête de ne pas être considéré dans vos formulations comme le responsable du traitement. Laissez toujours votre client par rapport à ça. Et en revanche, utilisez cet aspect compliance pour maintenir un lien avec votre client sur voilà, qu'est-ce qu'on fait de ces données, qu'est-ce que vous voulez en faire, parce que quand on dit aux clients qu'on les supprime, ah ben alors là, tout à coup, ah ben non, j'ai des opportunités, peut-être, machin, etc. Merci Margot, mais moi j'ai une question. Le client final, bon, j'ai bien compris que c'était celui qui allait vraiment utiliser les données, donc nous, on n'est pas votre client final, mais c'est nous qui établissons le contrat avec le client final, donc c'est nous qui devons émettre les éléments dans le contrat. Ou alors,
Ou alors, il faut qu'on lui demande des CGU Non, à mais lui. en fait, Pascal, c'est une formulation, en fait. C'est une formulation, tu vois, tu peux mettre les parties conviennent que dans ce contexte de traitement, les données seront Un accord conservées avec le longtemps. client, un accord avec le donneur Voilà. d'ordre, la durée sont. Oui, mais il faut quand même qu'on le mette dans le contrat, on est bien d'accord. Oui, Oui, on est oui. d'accord. Margot, juste un point justement pour rebondir sur ce que dit Pascal. Est-ce que vous auriez, évidemment, on adapte, bon, on a tous quand même, on fait attention avec les contrats, mais de façon à être raccord, est-ce qu'on pourrait avoir une clause type que vous avez à adapter? Donc, je comprends que vous ayez une réserve juridique, hein, parce que voilà, à adapter, mais de façon à ce que on voit à peu près de quoi il en retourne et à charge pour nous, évidemment, et c'est notre responsabilité de l'adapter sur Alors, le contrat pour te respectif. répondre, Fabienne, nous, aujourd'hui, on a 2 types de contrats. On a les contrats plateforme en mode récurrent. Ok, ça c'est CGU, d'accord, ok. Et donc Mais là, si tu veux, nous, tant que dans le notre contrat contrat, nous. existe, on n'a pas de durée. Et quand le contrat s'arrête, on supprime toutes les données Oui. et à la responsabilité du client de nous désactiver les utilisateurs qui ne sont plus dans l'entreprise. Je suis d'accord, mais je parle sur nos propres contrats, nous, en tant que coach. Alors, après, c'est ce que j'allais te dire. Le deuxième type de contrat, c'est qu'il nous arrive de faire des séminaires d'équipe. D'accord? Et donc, dans ce cadre-là, on doit mentionner avec le client la durée de conservation. Et si tu veux, c'est des contrats que l'on va mettre en place à partir de 2023, parce que nous aussi, hein, nous, pour le moment, on est en train de rappeler tous nos clients pour dire, ben voilà, ça fait depuis le mois de septembre qu'on gère et qu'on leur demande qu'est-ce qu'on fait ou pas avec ces données. D'accord? Donc, nous, ce qu'on va mettre, c'est simplement les parties conviennent Oui. que dans le contexte de ce contrat, les données seront conservées 24 mois. D'accord. Et là, on doit préciser la mention, le lieu de conservation, c'est-à-dire par map and match, en tout cas, tu vois, quel est le niveau, nous, de précision de ton point de vue qu'on doit mettre dans le contrat avec le contrat cadre? Je ne parle pas des CGU qui vont être signés parce que là, ils signeront les CGU par chacun des utilisateurs, mais Pour être le contrat passé, cadre le contrat, avec mais en fait, toi, il se trouve que tu n'as peut-être pas vu le contrat, mais c'est le contrat qui a été, le devis qui a été envoyé à Visconti. OK. Dans toutes les conditions générales, il y a tous ces éléments d'OVH. D'accord, OK. Donc, mais c'est des pavés comme ça, hein, les données sont hébergées en France. D'accord, OK. Donc, on va reprendre ça tout simplement. Ouais, OK, et puis voilà. Mais ce que je ne comprends pas non plus, c'est le modèle économique en bas, c'est-à-dire conserver les données, donc ça, pas de problème. Bon, imagine qu'il y ait une durée de 24 mois, à nous de créer une clause de rendez-vous aussi. Ce qui peut être un petit peu compliqué, c'est de changer enfin, tu vois, il va falloir qu'on négocie un prix si tu dis qu'il y a un apport d'affaires, c'est-à-dire que typiquement pour 10 € par an, nous, on va facturer 15, pardon, 12 par exemple, pour avoir au moins les 15%, enfin un peu moins. Ouais. Je ne comprends pas comment le contrat peut être porté par vous derrière. Sachant que aujourd'hui, ça serait une trop grosse responsabilité pour vous de le porter. Bah oui, de toute façon, en plus, on ne va pas facturer de façon récurrente 10 € par an. C'est le genre de truc que tu prélèves, j'imagine. Non, pas du tout. En fait, ce qui se passe, c'est que on a, tu vois, nous, on a un client qui, pour des raisons stratégiques organisationnelles, ne souhaite pas aujourd'hui travailler en 2023 avec Map and Match. Mais elle a 500 personnes dans la base. Et elle nous dit, je suis sûre qu'en 2024, on va réinstaller Map and Match comme l'outil d'équipe. Mais là, actuellement, avec la DRH actuelle, ça ne va pas le faire, machin, etc. Donc, elle me dit, je souhaite conserver ces profils. Et donc, en fait, on lui a fait un contrat qui, tu vois, c'était 5 000 € par an pour la conservation de ces données. Et c'est payé one shot en une fois. Et voilà, les données seront conservées, etc. Je pourrais t'envoyer le devis si ça t'intéresse. En fait, excuse-moi, je vais jusqu'au bout du sujet parce qu'en fait, c'est relativement important sur les grands comptes. Est-ce que ça veut dire que nous, dans notre propre contrat,
On doit, par exemple, signaler qu'au-delà de la durée contractuelle de conservation des données, blablabla, donc l'entreprise doit nous informer de son souhait de conserver plus longtemps les données et de ce fait sera mis directement, enfin, bon, je te le formule de façon non juridique, mais sera mis directement en contact avec Map and Match, hein, qui est l'hébergeur. Parce qu'en fait, il faut à un moment qu'on vous passe le bébé contractuellement pour que vous puissiez… Parce que là, dans l'exemple que tu cites, c'est Map and Match qui est à la fois… Enfin, vous faites tout en un. Mais là, si on dit… Mais tu vois, par exemple, alors, elle n'est pas là aujourd'hui, mais celle qui pourrait vous en parler spécifiquement, c'est Nadine. Nadine, on peut en parler. Elle a fait un coffee là-dessus. Ça fait 3 ans qu'elle accompagne la société Salomon. On a 500 profils dans la base. La collecte de ces profils ont été faites parce qu'elle travaille avec Salomon depuis des années. Elle accompagne des équipes depuis des années. Mais elle a des contrats d'équipe. Elle est allée dire à Salomon, je suis désolée, maintenant ça suffit, je n'ai pas moi à prendre la responsabilité de vos données. Soit vous prenez une plateforme Map and Match et dans ce cas-là, c'est telle condition, comme un outil actif. Et donc là, on est sur les tarifs qui sont sur des contrats pour un périmètre de 100 personnes, 9 000 € par an. Pour un périmètre de 250 personnes, ça doit être du 15 000. 500 personnes, ça doit être du 20 000. Enfin, tu vois. Et ça, ils peuvent faire tous les recrutements qu'ils veulent et encore travailler dessus. Soit sinon, on met ça en stand-by. Et derrière, c'est un contrat qui, c'est 5 000 € par an, mais on ne travaille plus dessus. Ou alors, on supprime toute la data. Mais si tu veux, c'est effectivement… Une fois que, quand tu travailles avec des grands groupes, que tu as fait l'équipe A, que tu as fait l'équipe B, que tu vois qu'il y a des perspectives. Nous, on était avec Valérie à la RTS. La RTS, on a fait le comité de direction. Eh bien, après le comité de direction, on est obligé de supprimer la donnée. Parce qu'en plus, on est sur une boîte publique en Suisse, enfin, tu vois le bazar. On est sorti du séminaire et on a dit au directeur général, qu'est-ce qu'on fait de cette data ? Si vous voulez la conserver, on passe en mode plateforme où ça devient un outil de gestion des équipes dans l'interne de l'entreprise. Et donc, on est sur un contrat plateforme. Ou alors, on supprime la data, mais ça veut dire que si vous voulez refaire des équipes, vous rachetez les tests pour les mêmes personnes et vous recommencez avec les tests. Donc, pour finir, pour être plus synthétique par rapport à ta question, c'est ne le mentionne pas tout de suite dans le contrat. Pourquoi ? Parce qu'il y a pas mal de possibilités et c'est au contraire une façon d'aller accéder à ton client et de garder le contact avec ton client. En revanche, sache que post-équipe, tu as quand même post-séminaire, pardon, tu as cette point qui te permet de dire à ton client, bon, est-ce que vous voulez qu'on travaille beaucoup ensemble, qu'on travaille tout de suite, un peu ensemble demain ou plus du tout ensemble, et dans ce cas-là, on supprime. Et donc, pour toi, c'est une façon aussi, après, derrière, si c'est beaucoup ensemble, il passe en mode plateforme active. Si c'est pas trop ensemble et pas tout de suite, il passe, mais qui veut conserver la data, c'est en mode plateforme passive. Et dans ces 2 cas-là, on ira avec vous vendre cette partie plateforme ou conservation des données.